Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre plateau Entretien Brut. Le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité, on essaie de passer en revue en regardant tout ce qui se passe dans l'horizon tout simplement. Et pour ce faire, nous avons un invité aujourd'hui, téléspectateur de Mandé TV. Il s'agit de l'honorable monsieur Fousseni Ouattara. Il est membre du CNT, vice-président de la Commission de la Défense nationale, de la sécurité et de la protection civile. Honorable Ouattara, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Entretien Brut. Oui, merci de m'avoir invité, surtout pour ce début d'année. Je dirais que je suis ici plutôt non seulement membre du CNT, mais président du collectif pour la refondation du Mali, Korima. Korima, voilà. Exactement. Voilà. Exactement. Merci beaucoup d'avoir fait ce rajout d'informations. Et nous avons notre chroniqueur, il s'agit de Moussa Oulé Traoré, journaliste correspondant de Média Guinée. Moussa, bonjour. Oui, bonjour Fadima, bonjour à la diaspora dans son ensemble. Et Fadima, permettez-moi, j'ai deux bonjours aujourd'hui, un à l'endroit de monsieur le président du parti Yéléma. Oui, qui a osé cette fois-ci, enfin 2024 s'annonce très bien pour le parti Yéléma, un parti qui s'assume maintenant, et peut-être nous ont écoutés, donc puisqu'on a depuis 2023, on est là à critiquer les partis politiques par rapport à leur silence assourdissant et tout ça là, mais aujourd'hui, quand même, un parti s'est levé pour essayer de donner quelques explications par rapport à la gestion de la transition. De porter, voilà, un bonjour à l'endroit de Moussa Mara et un autre bonjour à l'endroit du président de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Chaque fois, donc on entend les coups d'État, les rumeurs par-ci, par-là. Mais en tout cas, il faut soutenir ce jeune président pour la réussite de la transition au Burkina Faso. D'accord. En tout cas, on a vu une vidéo du capitaine Traoré circuler sur les réseaux sociaux. Il a convoqué le personnel de la présidence face à lui et il a donné des directives et il a tapé sur la table concernant surtout les sujets sur la corruption. C'est vraiment à bras le corps qui prend ces dossiers-là. Mais c'est discutable aussi pour certains Burkinabés qui peut-être peuvent penser que c'est un peu autoritaire. Maintenant, c'est les Burkinabés qui doivent juger. Téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons dans nos dossiers. Disons, nous reprenons un dossier qu'on avait mis de côté. L'actualité oblige. Il s'agit de la crise diplomatique avec l'Algérie, le Mali avec l'Algérie. Il y a eu des petits rebondissements dernièrement. Honorable Ouattara, vous avez pu observer tout ça. Quelle est votre appréciation? Si, merci. J'ai bien observé, bien suivi. Je pense que le Mali a bien fait de rappeler à l'Algérie que les affaires internes du Mali doivent se régler au Mali. Déjà que en janvier 2023, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, avait déjà attiré l'attention du ministre des Affaires étrangères datant de l'Algérie, Ramtan, que les affaires du Mali se discuteront désormais au Mali. Donc l'Algérie était déjà prévenue. Mais pourquoi l'Algérie a voulu faire fi de cela? Donc c'était bien normal de rappeler l'Algérie à l'ordre que le Mali est un pays souverain et qui sait faire respecter sa souveraineté. D'accord. Et vous trouvez que l'Algérie a compris le message ou c'est pas une ruse, une stratégie pour apaiser les tensions et qu'en réalité elle va revenir à la charge? Disons, de manière plus sourde. Dire que l'Algérie n'avait pas compris, l'Algérie avait compris cela depuis belle lurette. Mais seulement il faut voir les intérêts. Chaque pays suit ses intérêts. Peut-être que l'Algérie voulait encore attirer l'attention du Mali sur autre chose. Nous faire savoir que peut-être qu'elle a toujours des leviers, voilà, pour faire pression sur le gouvernement dans certains domaines. Mais malheureusement, je pense qu'elle s'en est mal pris et maintenant, elle est en train de corriger les tirs. Et je suis sûr que dorénavant,
l'Algérie va regarder à 2 fois avant de se mêler des affaires internes du Mali. D'accord, merci beaucoup. Moussa, votre analyse par rapport à ça, on a suivi surtout le retour de l'ambassadeur qui reprend fonction depuis seulement quelques jours. Oui, on avait dit ici, vous savez, le quiproquo entre le Mali et l'Algérie, souvent ça n'arrange pas les deux pays. Ce sont des partenaires de longue date. Mais si vous regardez la géopolitique qui existe entre les deux pays, vous savez, le Mali a toujours soutenu l'Algérie, moi je l'ai toujours dit ici, et moi j'ai cru quand même à la sincérité du Mali envers l'Algérie, j'ai toujours dit, mais j'avais même fait une révélation ici par rapport à un ambassadeur guinéen. Dans toutes les réunions où l'Algérie se faisait représenter par son ambassadeur, notre ambassadeur ne partait pas, puisque lui, il disait toujours que l'Algérie n'est pas sincère avec le Mali, et que ce soit la France, que ce soit l'Algérie, l'ambassadeur quand même ne participe pas à des réunions où il y a les deux ambassadeurs, ou les deux représentants des pays, l'Algérie ou la France. Mais dans d'autres cas, vous savez, le Mali est en train de payer aussi de ses erreurs du passé. Parce que quelles sont ces erreurs? Vous savez, Sahara occidental, le Maroc, la Guinée et d'autres pays ont soutenu le Maroc dans cette politique de Sahara occidental, c'est-à-dire la marocanisation du Sahara occidental, mais le Mali est parti du côté de l'Algérie. Mais l'Algérie a vu aujourd'hui que le quiproquo entre les deux pays, politiquement, ça va encore, l'Algérie va perdre un de ses éléments qui est le Mali, puisque le Mali va non seulement s'aligner derrière le Maroc en laissant l'Algérie, donc ils ont intérêt quand même à mettre la balle à terre et à combiner la balle avec le Mali pour essayer encore de garder le lien fraternel entre les deux pays. Mais en ce qui concerne quand même les difficultés, vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont là, maintenant, qui gagnent dans la guerre, dans le conflit entre les deux États, qui sont là à pousser les régimes. Vous savez, moi j'ai dit, le plateau passé, j'avais dit ici que le Mali n'avait pas intérêt maintenant à mener une guerre contre l'Algérie. Vous savez, le Mali partage 1400 et quelques kilomètres de frontière avec l'Algérie. Donc, et l'Algérie, la stabilité du Mali, le nord du Mali, dépend obligatoirement de la politique ou de l'accord de l'Algérie. Donc, si l'Algérie se fasse contre le Mali, donc elle peut laisser la porte ouverte à nos ennemis, maintenant pour essayer de s'approvisionner non seulement des armes à partir de la Libye et passer par l'Algérie et atteindre le Mali. Donc, maintenant, le Mali à intérêt, même si on est là à défendre notre souveraineté, parce qu'il faut se dire la vérité, et la souveraineté retrouvée qu'on est en train de brandir au Mali est en train de prendre forme, ça c'est réel. Donc on se reconnaît maintenant dans Mali, nous qui sommes pro-sécularistes, donc on se reconnaît quand même dans ce Mali, le Mali de tout orgueil, parce qu'il faut se dire la vérité, nous sommes un pays féodal, nous avons connu la féodalité, nous avons connu les gouvernances et autres là, et il faut que, c'est-à-dire le visage que le Mali est en train de retrouver là, mais ce visage là, on va automatiquement avec la diplomatie. C'est-à-dire on ne peut pas faire la guerre avec tout le monde. Nous allons décortiquer tout à l'heure avec le discours de Moussa Mara. Donc on ne peut pas faire la guerre avec tout le monde, mais il faut quand même manager cette situation. Donc l'Algérie a bien fait quand même de mettre un peu de l'eau dans ses vins, et aussi le Mali... Dans son Yabako, on va dire plutôt. Voilà, donc voilà. Disons comme ça. Bon, avec l'honorable, cette fois-ci, nous sommes sur la même ligne droite. Tout à fait. Je vais apporter quelques précisions. Honorable Ouattara, vous venez tout de suite de l'annoncer, hein, que chaque pays vise ses intérêts. Vous êtes d'accord avec certains citoyens qui pensent que l'Algérie veut s'accaparer d'une bonne partie des réserves minières souterraines du Nord? Cela va sans dire. Seulement, je voulais dire qu'il ne faut pas être trop alarmiste, parler de guerre entre le Mali et l'Algérie. Le problème n'est pas là. L'Algérie ne peut pas ouvrir grandement ses frontières aux terroristes pour que ceux-ci viennent envahir le Mali. Vous savez, pour devoir de mémoire, l'Algérie a bien retenu la leçon dans ce sens-là. Si vous remontez dans le temps, la première guerre de l'Afghanistan, quand la Russie avait envahi, l'URSS plutôt avait envahi l'Afghanistan, quand ceux-ci avaient fait appel aux Moudjahidines pour venir défendre, c'est l'Algérie qui avait envoyé beaucoup de talibans qui étaient partis là-bas. Et qu'est-ce qui est arrivé après? C'était le retour du boomerang. C'était ceux-ci qui étaient revenus en Algérie pour faire appliquer une ligne d'islam dure.
Et c'est ça qui a amené la guerre que vous connaissez tous avec les fils. Donc l'Algérie sait bien que quand vous faites de telles politiques, il y a toujours un boomerang. Donc l'Algérie va s'abstenir de faire de telles choses. Une chose est de défendre sa souveraineté, une autre chose est de déclarer la guerre à son voisin. Je pense que si on dit à son voisin des vérités qui ne blessent pas, qui dit que les Maliens doivent discuter entre eux et que l'Algérie n'a pas à se mêler de cela. Ça, ce n'est pas une déclaration de guerre. Donc je veux que les gens ne soient pas trop alarmistes. Pour ce qui est de votre question, effectivement, avec l'Algérie, nous partageons des bassins gaziers et pétroliers. Et une partie de ces bassins-là, la société Sonatrach de l'Algérie en avait acquis, et même qui était en association avec Gazprom de la Russie. Mais d'après certains experts, si le Mali commence à exploiter comme sont des nappes phréatiques, donc du côté de l'Algérie, les réservoirs là vont s'assécher, les puits. Donc c'est sûr que l'Algérie, bon, aussi, on comprend aisément que l'Algérie ne veut pas de cela et que peut-être cette situation même pouvait permettre à l'Algérie encore de dicter certaines questions pour que la Sonatrach, en concurrence avec les lignes de l'Italie et d'autres pays, puisse avoir un gros part du marché. Donc je pense que c'est de bonne guerre. Mais le Mali, maintenant, ne veut plus de cela. Le Mali, en créant déjà la Société des ressources minérales du Mali, le Mali même veut avoir un certain contrôle sur ses propres ressources. Donc, tous les problèmes se posent là, effectivement. En tout cas, est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, quand le Mali va rentrer pleinement dans l'exploitation de ses ressources dans la zone, ne va pas encore réveiller cette petite crise diplomatique ou bien des tensions avec l'Algérie? Non, bon, je ne pense pas, parce que l'Algérie doit comprendre qu'elle doit défendre ses propres intérêts, pas les intérêts d'un autre pays. Parce que ce qu'on ne dit pas dans tout cela, je dirais l'Algérie se cache un autre pays. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez sur les marchés internationaux, le problème énergétique est criant. Et les Européens se fournissaient en gaz de bon marché, surtout de la Russie, et du pétrole aussi. Et nous voyons aujourd'hui qu'avec les sanctions prises à l'encontre de la Russie, par exemple, l'économie de l'Allemagne est en train de s'effondrer. On ne parle pas de l'économie de la France, la France est au bord de la faillite, il faut le dire. Voilà, aujourd'hui, la France a une dette qui dépasse déjà les 3600 milliards d'euros, qui est de plusieurs fois supérieure à son PIB, qui ne fait qu'à peu près 2600 et quelques milliards. Vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de sociétés françaises qui ont mis les clés à la porte. Donc, du fait que la France et l'Italie et certains autres pays européens se fournissent en gaz et en pétrole à travers l'Algérie. Donc c'est normal qu'ils vont tout faire pour pénétrer notre marché à travers l'Algérie. Et l'Algérie aussi, le président qui est à leur tête actuellement, a pris langue avec eux. Bon, je pense qu'il est en train de faire une erreur. Mieux vaut qu'il suit les intérêts géopolitiques, parce que le monde est en train de changer. Vous avez vu que l'Algérie a été refusée à la porte de BRICS. On ne l'a pas admis. Bon, il y a beaucoup de choses en dessous de tout cela. En tout cas, c'est un dossier qu'on va toujours garder sur le coude, parce que c'est nos voisins, la géopolitique, la géostratégie, même fait en sorte qu'il faut avoir un œil fermé et un œil ouvert. On prend un autre dossier, voilà, ce dossier quand même, pour ce début d'année, les gens ne s'attendaient pas beaucoup. En tout cas, nous, pour hommes de médias, de la presse, on ne s'attendait pas. Il s'agit de la sortie très récemment, le 7 janvier 2024, sortie d'un ancien Premier ministre et pas des moindres, qui est président d'un parti politique, le parti politique Yelema. Donc, il s'agit de Moussa Mara. Il a fait une sortie assez costaud, on dirait, pour des analyses, pour des interprètes, pour faire un décryptage de tout ça. Il a évoqué la liberté de la presse, il a évoqué l'économie, il a évoqué le retour à l'ordre constitutionnel. Honorable Ouattara, votre avis sur cette sortie fracassante, même, on pourra dire?
Bon, sa sortie, je ne l'ai pas suivie. Moi, je ne me considère pas comme étant un homme politique. Je me méfie même de commenter les paroles des hommes politiques, surtout au Mali. Parce que je sais que ce sont des gens qui sont souvent déconnectés de la réalité. Sinon, si ce n'est pas au niveau des médias, sa sortie, vous ne trouverez pas dans les bas peuples que les gens sont en train d'en discuter. Moi, à ma connaissance, quand même, je ne vois pas dans les Grecs consorts que les gens perdent leur temps à discuter de tout cela. Peut-être c'est la presse qui leur donne encore certaines valeurs. Et moi, je ne suis pas prêt à en discuter. Mais la presse leur donne une certaine valeur. Je vois le tac que vous êtes en train de faire à la presse. Pourtant, la presse interpelle toute personne qui a une voix concernant la nation. Et nous, on interpelle tout le monde sur les plateaux de pouvoir parler. Et en plus, Honorable Ouattara, ça a quand même été un ancien Premier ministre du Mali. C'est pas un citoyen simplement lambda, il a aussi son mot à dire, il a aussi le chef de file ou bien à la tête d'un parti politique qui a fait une conférence de presse et il a déjà annoncé sa prochaine candidature pour les élections prochaines. Et au passage, il a même interpellé en disant que les élections, on n'avait pas encore de date. Non, je salue, je ne refuse pas que vous leur donnez la parole. Non, il faut leur laisser le plateau tout. Mais je parle de l'écho de tout ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est normal qu'il en parle. Moi-même, si j'avais une télé, j'allais le laisser parler. Mais seulement, je n'ai pas vu de répercussions au niveau de la population. C'est de ça que je parle. La population ne s'intéresse plus aux déclarations, même dites fracassantes, des politiques aujourd'hui. La population a d'autres préoccupations. C'est de ça que je parle, quoi. Sinon, ils peuvent tous parler. Ils parlent tous. C'est normal que vous leur donniez une certaine place pour qu'ils puissent s'exprimer. Mais seulement, la population n'est plus avec les hommes politiques actuellement. D'accord. Il y a eu une perte de confiance. Il y a une perte de confiance. On verra ça. Moussa, entre-temps. Oui, je sais, le docteur va nous parler. Donc, par rapport à sa sortie, Fadima, on a essayé de faire une petite lecture par rapport à la sortie de Moussa Mara. Mais vous savez que, comme j'ai dit à l'entame, Moussa Mara a été courageux parce que d'abord, s'il y a quelqu'un sur le plateau qui critique Moussa Mara à la longueur de la journée, c'est moi, puisque je trouvais que quand on est un homme politique et on défend une cause, quand on défend une cause, on est devant quand même des militants et sympathisants, et donc il faut les défendre partout où tu es. Donc, mais maintenant là, on voit que Moussa Mara est sorti de ce silence-là pour essayer de donner sa vision politique et son analyse. En tout cas, il a fait un diagnostic quand même très costaud par rapport à sa vision, par rapport à ce qu'il a vu pendant cette transition. Mais à l'entame, Moussa Mara commence d'abord à caresser la transition, et si vous regardez son discours, donc il va très loin jusqu'à ce qu'il même invite à ses pairs, aux politiciens, de se donner la main pour soutenir la transition, donc ce qui est normal. Et en tout cas, il n'est pas d'accord avec ces politiciens qui pensent qu'il faut laisser la transition jusqu'à ce que ça soit qu'il soit induré dans l'erreur, ou bien que ça vire le bateau s'avire dans l'eau, et après maintenant on sort, on dit oui, on savait que ça allait venir comme ça, la transition a tangué et maintenant le navire est comme ça, donc tout le monde se noie dans l'océan. Donc lui il n'est pas quand même d'accord avec l'analyse de ces politiciens, mais en tout cas il a lancé dans son discours, il a fait sortir des grands défis. Donc, les défis auxquels la transition doit travailler impérativement pour que cette transition soit une transition de réussite. Donc, dans ces défis, il a parlé d'abord la paix au nord et ailleurs. Il dit comme ça, la paix au nord et ailleurs. Donc, bon, je ne sais pas. Si vous regardez, vous décortiquez ce premier défi de Moussa Mara, donc la paix au nord, on le comprend. Donc il s'agit d'appeler les différents signataires de mouvements ou les rebelles et tout ça là, parce qu'il a mentionné, non seulement parce que quand il a parlé de la paix au nord, et il a mentionné le nom des mouvements signataires de l'accord d'Alger et tout ça là, et il dit dont
la SEMA. Donc maintenant, il s'accentue beaucoup sur le mot SEMA. Donc, je ne sais pas pourquoi il fait allusion au mot SEMA ou au nom SEMA. Je ne sais pas. Peut-être il y a quelque chose quand même entre l'État malien et la SEMA. Je ne sais rien. C'est Moussa Mara qui le dit ainsi. Mais il dit aussi qu'il y a des Maliens... Moussa, il faut être clair. L'État malien, la transition, le gouvernement actuel avec la SEMA, ce n'est pas les grands amours. Ok, il n'y a pas de problème. C'est Moussa Mara qui le dit ainsi. Donc, parce qu'il dit donc SEMA, cela veut dire, ça en dit quand même pour un analyste, ça veut dire quelque chose. Maintenant, il a parlé aussi des rebelles, des Maliens qui sont rebelles, qui sont devenus des rebelles. Il dit aussi, on ne peut pas les rejeter, qui sont des rebelles aujourd'hui, mais qui ont des revendications aussi à faire. Donc, pour faire une paix avec eux, il faut les appeler. Maintenant, la paix au nord, là, on sait, avec le mouvement des signataires, les bruits qui se trouvent au nord du Mali, depuis des années, depuis une dizaine d'années, on comprend. Mais et ailleurs, ça sous-entend, est-ce que ça sous-entend l'Algérie? Ou ça sous-entend aussi des bruits qui se trouvent l'Israël, la Palestine, l'Ukraine, il parle du Mali. D'accord. Pour la réussite de Moussa, la donc on comprend, oui, on comprend pas. Ailleurs, là, je ne comprends pas quand même le mot ailleurs. Je ne sais pas, peut-être avec l'Algérie, avec d'autres pays qui nous entourent aujourd'hui, même la Côte d'Ivoire. Donc tout cela, la paix ailleurs aussi, ça peut se justifier. C'est une interprétation. Donc c'est une interprétation. Maintenant, son deuxième défi, Fadima, Moussa Mara nous a parlé de la question énergétique. Qui est l'épine dorsale aujourd'hui de la transition. Puisqu'il dit qu'il a suivi le discours du président de la transition. Jamais le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, n'a mentionné la fin de ce calvaire que nous traversons aujourd'hui. Monsieur Ouattara, donc il nous a parlé. Mais qu'il souhaiterait que le gouvernement quand même nous donne un canevas de travail et une lecture sur ce problème. Et la fin, surtout de nous annoncer enfin, parce qu'il nous a parlé que jamais, depuis que lui il est né et grandi au Mali, il n'a jamais entendu qu'au mois de décembre, au mois de janvier, qu'il y ait délestage au Mali. Donc maintenant, si aujourd'hui, décembre et janvier, qu'il y ait délestage récurrent au Mali. Maintenant, comment on peut analyser le délestage à partir du mois de mars? D'accord. Donc à partir du mois de juin et autres. Donc maintenant, il nous a parlé. Après maintenant, il a parlé de difficultés économiques et financières du Mali. Il a parlé de notre PIB. Et il a parlé aussi de notre... mais pendant ce temps-là, il a critiqué, il a envoyé un pic par rapport au budget de l'État. Puisque aujourd'hui, ça ne va pas au Mali, économiquement ça ne va pas, mais on voit que il y a un déficit budgétaire, dette intérieure, il a même parlé de dette intérieure, le taux d'intérêt du Mali qui s'élève à 8%. Donc c'est le taux le plus bas, donc depuis plus d'une dizaine d'années, et jusqu'à ce que... Mais maintenant là, il nous a parlé le budget maintenant de fonctionnement du Mali, donc qui s'augmente, mais tandis que la dette intérieure est au rouge. Donc lui, il ne comprend pas cela. Donc il faut régler ce problème pour que la transition réussisse. Selon Moussa Mara, c'est une interprétation. Je suis en train d'expliquer pour que vous puissiez comprendre, comme vous dites que vous n'avez pas écouté. Voilà, maintenant, il nous a parlé aussi, Fadima, la restriction de la liberté, bon, pas la liberté de la presse, mais d'expression. Que vous soyez imam, que vous soyez journaliste, que vous soyez homme politique qu'ils sont, aujourd'hui, personne n'ose parler. Vous parlez aujourd'hui, vous êtes au MCA. Donc, tout ça là, il nous a parlé, peut-être, en tout cas, il a fait notre communication et notre analyse, puisqu'il se met dans ma peau, puisque c'est comme ça aussi que moi j'analyse. Il faut se dire la vérité. Je vais répondre. Voilà, donc maintenant, il a parlé de ça, et cinquième mois et dernier mois, il a parlé du retour à l'ordre constitutionnel, qui est la finalité, qui est l'objectif même de la transition. Mais il a fait allusion encore au discours du président de la transition, le 31 décembre, que nulle part le président de la transition n'a mentionné le retour à l'ordre constitutionnel. Et pourtant, ils avaient été appelés par le ministre porte-parole du gouvernement à un moment donné qu'on a essayé de proroger un peu les élections, qu'on va commencer par l'élection présidentielle, mais on a décalé un peu le chronogramme. Mais on ne nous a pas donné la date. Et si le président dit qu'on a un peu décliné
l'organisation de la transition. Et il a parlé aussi qu'on ne voit pas, c'est-à-dire, comment dirais-je, l'organisation des élections, où nous en sommes les fichiers électoraux, et tout ça là, il nous a parlé de tous ces paramètres qui permettront au Mali maintenant d'organiser des élections libres et transparentes. Donc, Moussa Mara a fait un diagnostic complet donc, par rapport à la transition, et il a fait une recommandation à l'issue de tout ça là, pour qu'une transition soit juste et réussite au Mali. Il faut maintenant ces 5 défis, Dr Ouattara. À relever. Ok. Ouattara. Merci. Honorable Ouattara. Mara n'aurait pas trouvé un communicateur mieux. C'est que moi, je vais démarrer d'abord. Le Premier ministre Moussa Mara, il est chez lui actuellement. Il n'est pas en détention, il n'est pas, n'est-ce pas? Oui. Et pourtant, il a parlé. Donc, au Mali, on peut toujours parler et ne pas être en détention. Ça, c'est une première remarque. Bon, si vous voulez que je parle, moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a un homme très sage, c'est le Dalai Lama. Il dit que pour connaître un homme, il ne faut pas écouter ce qu'il dit, il faut voir ce qu'il fait. C'est comme ça qu'on connaît. Moi, je suis retourné au Mali vers fin 2011, début 2012. J'ai vu un jeune politicien, Moussa Mara. Il me plaisait, hein. Surtout quand il était ministre de la ville. Il a lutté pour les espaces verts. Moi, je l'admirais en ce moment, je le soutenais. Mais quand il fut devenu Premier ministre, il a oublié ces sujets. C'est en ce moment déjà que j'ai commencé à avoir des doutes à son sujet. Parce que, étant donné ministre, ce que vous n'avez pas réalisé, devenu Premier ministre, vous aurez pu réaliser ça pour les jeunes. Oui, il a oublié ça complètement. Vous avez parlé de courage. Moi, je vais vous dire, un homme courageux, c'est qui? C'est le capitaine Badr qui a dit que Aguelok fait partie du Mali. Il n'a pas voulu quitter les lieux, il n'a pas voulu fuir. Il a lutté jusqu'aux dernières balles et il est resté, on l'a tué. Voilà un homme courageux. Par contre, le premier Moussa Mara, quand il a été à Kidal, c'est vrai, notre armée avait eu le dessus. Mais quand les choses ont commencé à se détériorer, à s'empirer, moi, à sa place, j'aurais d'abord fait évacuer les administrateurs civils qui étaient là-bas, surtout au gouvernement de Kidal. Mais lui, en tant que Premier ministre, c'est lui le premier qui a fui. Il a laissé ces gens qu'on a égorgés. Donc moi, à sa place aujourd'hui, dès que Kidal fut reprise par le Mali, j'aurais demandé au président de la République d'aller à Kidal pour vraiment faire un président sur ces lieux et demander pardon à ces gens. Moi, je pense qu'un homme qui doit s'assumer doit penser de cette façon. Mais quand vous sortez toujours dire les belles choses alors que vous avez été aux affaires, on a vu comment vous avez géré cela. Donc, si la population, je dis qu'elle n'est pas avec eux aujourd'hui, c'est à cause de beaucoup de choses. Parce que la transition qu'on avait eue depuis fin 2012, début 2013, sur Djangouda, c'est ça qu'on a dit, il fallait laisser la vie politique aux partis politiques et consorts. Et j'attire votre attention que demain, c'est le 11 janvier. C'est l'anniversaire de la venue de Serval. Vous savez, le 11 janvier 2013, Serval est venu au Mali. Et on a vu les conséquences. Et sous la transition des partis politiques, le Mali a commencé à perdre sa souveraineté et même son indépendance. Et quand la transition actuelle fut venue, on est en train de reconquérir tout cela. Je ne dis pas que la transition doit s'enliser, non. Mais ce sont les ANR, les assises nationales, qui ont défini que ça doit aller de 6 mois à 5 ans. Que tout ce qu'ils peuvent dire, même si le président Assimi ne donne pas de date, de toute façon, ces 5 ans-là, la transition doit terminer une bonne fois pour toutes. Bon. Il peut... Vous pensez que sa sortie est inappropriée? C'est ce que vous voulez dire, quelque part? Je pense que sa sortie, c'est pour dire que je suis là. C'est plus ça. C'est pas de dire que je suis là. D'accord. Vous voyez, comme j'ai dit, les discussions autour de ça, c'est au niveau des médias. Sinon, au niveau du peuple, là, personne ne parle de ça. C'est au niveau des médias. Vous voyez. Donc moi, je soutiens. C'est un homme politique, il est dans son rôle. Mais
qu'il ne nous fasse pas croire qu'il a des formules magiques. Il n'en a pas. Moi, je ne suis pas politique. Je suis un ancien manager. Je suis quelqu'un de très concret. Moi, je n'aime pas beaucoup parler. J'aime faire pour que les gens puissent voir ce que je fais. Voilà. Donc, le budget dont lui il a parlé, il a oublié une chose, que sur le BK et consort, souvent les salaires même prenaient du retard. Peut-être il a oublié cela. Mais nous, avec les difficultés, nous sommes en guerre, nous sommes sous sanctions, nous sommes tout. Mais les fonctionnaires sont payés tous les 20 du mois. Il doit réfléchir comment on fait pour gagner de l'argent. Et pourtant, on n'a pas d'appui budgétaire. Et ils avaient un appui budgétaire. Sur le budget, ils avaient 40% qui venaient de l'extérieur. Ces 40%-là, nous, on ne les a pas. Depuis le mois d'octobre 2020, le Mali vit sans appui budgétaire. Et pourtant, on parvient à s'en sortir. C'est vrai. Le fonctionnement prend un gros part dans le budget. L'investissement, pas trop. Ça se comprend. Parce que nous sommes en guerre aussi. Et il faut gérer le social, il faut gérer beaucoup de choses. Les élections ne sont pas une fin en soi. Parce que qu'on fasse les élections aujourd'hui, demain, après-demain, qu'est-ce que ça va amener? Si on nous proposait un programme de développement du Mali, où on peut voir comment le Mali va se développer dans 5 ans, 10 ans, moi j'aurais aimé discuter sur ça. Sinon sortir faire des déclarations seulement, non. Comme je il a quand même sorti un document avec 5 points dont Moussa vient de citer. Ce sont les pistes qu'il propose notamment au gouvernement, et il a aussi souligné qu'il a voulu rencontrer les autorités, et jusque-là sa réponse n'a pas eu un avis encore. S'il a des idées sur le plan, je suis d'accord avec lui. Il y a le Premier ministre, qu'il contacte le Premier ministre, celui qui doit s'occuper du volet économique. Si le Premier, mais qu'il publie, que nous tous on voit, moi je suis économiste, je veux voir ce qu'il propose. Maintenant, que diriez-vous de cette phrase de Moussa Mara, puisque souvent, je voudrais tellement vous poser cette question. Il dit que le Mali est un pays démuni. Démuni? Oui. Le Mali ne doit pas être obligé à consacrer toutes ses ressources sur les armes, étant vice-président de la Commission de la Défense. Le Mali n'est pas un pays démuni. Oui. C'est lui qui le pense, c'est lui qui le dit. Parce qu'à son temps, et ils ont créé à cela, ils allaient tendre la main à l'extérieur. Le Mali n'est pas un pays démuni. Il faut voir ce que veut dire un pays démuni. Un pays démuni, c'est un pays qui n'a même pas de ressources. Le Mali a des ressources. Seulement, on laissait exploiter ces ressources-là par les hommes qui étaient là, par des cadres qui très malhonnêtes qui dirigeaient ces pays-là. Surtout les partis politiques qui étaient au pouvoir. C'est eux qui détournaient tout l'argent qu'on avait. Et la dernière phrase, docteur, le Mali ne doit pas être obligé à consacrer toutes ses ressources sur les armes. C'est ça. Non, le Mali ne consacre pas toutes ses ressources sur les armes. Comme je vous ai dit, nous on parvient à payer nos dettes, on parvient à payer nos fonctionnaires, on parvient à faire face aux charges. Donc, qu'est-ce que nous croyons? On trouve tout cet argent-là. Ce sont les ressources qui sont là. Mais ça fait 2 ans seulement qu'on nous donne le temps. Nous sommes en train de mettre, je crois que le ministère de l'économie et des finances a déjà publié un plan de développement du Mali sur 2063. 63, voilà, plutôt. 2063. Donc, vous voyez, pour aller à un développement structurel, il faut du temps. Les résultats ne se font pas sentir tout de suite. Et ils étaient dans le conjoncturel, ils géraient le quotidien, mais tout l'argent était détourné, comme vous le savez. Pour être multimilliardaire, il fallait être cadre, fonctionnaire malien, surtout membre d'un parti, c'était ça. Si des gens dont nous connaissons les indices, 1200 au plus haut, ou bien quelque chose comme ça, qui avait presque moins d'1 million de francs CFA par mois, des gens qui peuvent avoir des villas en France, au Canada et consorts, et leurs progénitures vivent là-bas, leurs femmes vivent là-bas, où ils trouvaient l'argent. C'est tout cet argent-là, détourné-là, que nous sommes en train d'amasser et de diriger vers l'achat des armes. Donc ça, je ne suis pas sur le développement actuel, parce que c'était de l'argent qu'on détournait, mais
cet argent-là n'est plus détourné, cet argent est dirigé pour défendre l'intégrité du Mali et la souveraineté du Mali. Si lui ne comprend pas ça, je suis désolé. Il a parlé aussi de liberté d'expression, on ne va pas rentrer là-dedans, mais ça va nous permettre de faire le pont entre des arrestations et les interpellations qu'on a pu constater ces derniers temps. Est-ce que la question qu'on s'est posée en préparant cette émission, c'était de se dire, on prend ce sujet pour pouvoir avoir un éclaircissement, parce qu'il y a vraiment une confusion. On ne met pas ensemble l'État et les institutions religieuses et les religieux. Aujourd'hui, beaucoup sont sous les verrous, en maison d'arrêt, mais il y a une confusion, il y a des sorties, il y a des pour, il y a des contre. Quel est votre avis? Moi, je pense qu'il y a des choses, par exemple, beaucoup sont sous les verrous, ils ont été inculpés dans le cadre de la loi sur la cybercriminalité. C'est une loi qui a été votée, si vous vous souvenez, du temps de Ebeka. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus pour voir et pour adapter ça à nos réalités d'abord, parce que les gens ne connaissent pas les contenus. C'est pourquoi souvent les gens tombent dans les délits. Et pour la liberté d'expression, surtout concernant les religieux, il y a beaucoup qui confondent les choses. Quand vous avez une mosquée à diriger ou bien les trucs, vous êtes là, vous avez votre ministère, adressez-vous aux croyants dans ce cadre-là. Mais il y en a qui sortent de ce cadre et ils se mêlent de tout et ils se mettent même à insulter les gens. Je peux vous dire, l'Algérie dont on a parlé là, un imam, tu ne peux pas faire profession là-bas si tu n'es pas autorisé. Même dans les mosquées, les imams sont nommés. Ce n'est pas n'importe qui là-bas qui peut aller dans une radio prendre pour prêcher. C'est interdit. Tu ne peux pas aller dans la rue pour prêcher, c'est interdit. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui, sous le couvert de l'islam, en ont fait un fonds de commerce. Ce sont des gens qui cherchent des buzz et consorts. Donc il faut qu'on y mette de l'ordre aussi. Sinon, moi-même, je suis très critique quand on met les gens sous mandat de dépôt à tout moment. Parce que le code pénal et le code de procédure pénale est très clair dans son article 5 qui dit que la liberté doit être la règle et la détention est l'exception. Bon, malheureusement, ce n'est pas ça qu'on voit très souvent. Souvent, il y a des choses où on peut s'arrêter, comment dire quoi, à des avertissements ou bien peut-être des amendes et consorts. Mais ce n'est pas bon tout le temps de mettre tout le monde sous mandat de dépôt. Donc vous trouvez que c'est un petit peu excessif ça? C'est très excessif même. D'accord. D'accord. Mais vous ne pensez pas que c'est l'occasion aussi pour l'État de vraiment clarifier les choses? Parce qu'il y a confusion de compréhension. Les citoyens sont un petit peu confus par rapport à ça. On se dit oui, mais ce sont les politiciens qui ont appelé les religieux sur la scène. Aujourd'hui, ils ont la parole, on veut leur fermer. L'État en a conscience, parce qu'aujourd'hui, on a deux nouveaux codes sur la table du CNT. Le code pénal et le code de procédure pénale. C'est deux nouvelles lois qui sont sur la table. On aurait dû les voter même la session d'octobre qui a été fermée. Seulement, comme chaque code, chaque loi, ça fait plus de 1000 pages souvent. Voilà, donc il faut voir ça, il faut parlementer avec tout le monde, appeler les gens aux écoutes, discuter du contenu. Donc ça a pris du temps et la commission des lois continue. Et je suis sûr que bientôt, on va voter ces deux lois-là. Et vous allez voir que les choses vont changer. Parce que si on laisse les magistrats seulement appliquer la loi telle qu'elle avait été écrite avant, il y a beaucoup de problèmes. Le second problème, c'est quoi? C'est le fait que les magistrats sont très surchargés. Pas même chargés, surchargés. Parce qu'on n'a pas assez de magistrats. Aujourd'hui, si vous voyez la pression, on a à peine 2 magistrats pour 100 000 habitants. Vous voyez? Aujourd'hui, les magistrats qui sont en activité, et ça, je crois que ça fait moins de 400. Parce qu'il y en a qui sont en affectation. Il y a à peu près 106 magistrats qui sont en affectation. Donc si vous prenez toute la population du Mali et ce nombre, ça veut dire que par mois, un magistrat peut se trouver avec plus de 100 affaires à défendre au niveau du tribunal. Mais c'est très difficile. Très difficile.
Alors qu'un juge d'instruction qui vous met sous mandat de dépôt, tant qu'il ne vous écoute pas, personne ne peut vous libérer. Il faut qu'il ait le temps de vous appeler, de vous écouter, de voir s'il doit vous libérer ou pas. C'est pourquoi beaucoup de gens se trouvent comme ça, en prison, et ils passent du temps parce que le magistrat n'a pas le temps de les écouter même. D'accord. Moussa, assez rapidement. Oui, vous savez, la cybercriminalité au Mali, je ne sais pas si c'est un règlement de compte ou c'est la cybercriminalité elle-même, parce que moi, je ne comprends rien. Vous savez, la loi a été votée au temps d'Ibeka depuis un bon temps. 2019. Mais depuis 2019, on a vu que la cybercriminalité a pris forme au temps d'Assimi Goïta. C'est-à-dire qu'elle a été plus utilisée au temps d'Assimi Goïta qu'au temps d'Ibeka. Et pourtant, Ibeka fut le président le plus critiqué au Mali. Donc on l'insultait, on disait tout devant cette loi, devant cette institution de cybercriminalité, on ne faisait rien. Mais maintenant là, par magie, cette institution judiciaire a pris forme et puis avec peut-être tout son pouvoir pour essayer de verrouiller les personnes. Et cela même a fait de telle sorte que nous-mêmes qui sommes derrière le micro, on a un peu dosé ce qu'on veut dire. On parle. Une petite motion. Je vais vous dire que la loi a été votée, je crois bien, en 2019. Oui. Quand une loi est votée, pour qu'elle soit appliquée, il faut qu'il y ait les décrets. Tout à fait. Mais si les décrets d'application n'ont pas été adoptés, la loi ne fonctionne pas. C'est pourquoi sous Ibeka, vous n'avez pas vu que cette loi était aussi fonctionnelle. Cher Moussa, voilà. En 2020 aussi, c'était l'année où... Il n'y a pas de problème. Maintenant, en ce qui concerne les imams Fadima, vous savez, c'est bien fait pour eux. Moi, je soutiens. Ça, vous me connaissez déjà, moi, je suis dans mes... C'est bien fait pour eux. Vous savez, oui. C'est bien fait pour eux. Vous savez, les imams et les politiques, les imams et la politique, il faut quand même les dissocier. Vous savez, en Guinée, je vais vous donner une information par rapport à la Guinée. Vous savez, en Guinée, il n'y a pas une ligue islamique. Mais, il n'y a pas le conseil, comment on appelle ici, le conseil d'islamisme, mais il y a une ligue qui est gérée, il y a un ministre qui est géré par un ministre, un département ministériel. Et même les prêches de vendredi sont distribuées par le gouvernement en Guinée. Dans toutes les c'est assez structuré. C'est assez structuré. Donc maintenant, si un imam fait de bavure en Guinée et vous êtes obligatoirement ou bien vous êtes immédiatement appelé par le secrétaire général du gouvernement, qui est un ministre, qui a une fonction de ministre, mais c'est religieux. Donc obligatoirement, si vous méritez les sanctions. Mais on a vu des imams ici, maintenant, qui pensent qu'ils sont les faiseurs de roi, qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi, et parce qu'ils ont maintenant des adeptes derrière. Mais on ne peut pas se casser derrière les gens et pour essayer de dénigrer l'État. Mais ça ne va pas, c'est vrai. Mais il faut laisser les journalistes et certaines personnes parler, même si vous êtes des personnes ordinaires, mais vous êtes quand même des érudits, vous êtes quand même des personnalités, mais qui ne doivent parler que de Dieu. Et non la cherté de la vie. Mais si vous parlez de la cherté de la vie, on va voir maintenant un énorme politicien. Donc, on m'a dit ici, franchement. Vos hommes politiques qui en sont à la source. Mais instrumentaliser les imams pour se faire des voix. Donc, c'est normal que... Mais l'occasion aussi, pendant cette période de transition, de vraiment faire la part des choses. Il y a une chose aussi. Il y a une chose, les imams pensent que c'est eux qui sont à la base de cette transition. Parce que c'est eux qui ont donné ce pouvoir à Assimi. Non, il faut se dire la vérité. C'est les imams qui ont donné le pouvoir à Assimi. Puisque c'est l'imam qui ont contribué. C'est Assimi. Mais qui était, je ne sais pas, on appelle ils ont que notre cerveau ou notre quoi, l'imam du corps était considéré spirituel. Donc c'est l'imam du corps maintenant qui était. Et il y avait d'autres imams aussi derrière. Et de surcroît, après la prise de pouvoir par Assimi, ils ont nommé un imam. Il y a l'imam de Omar Diarra. Il y a certains qui sont devenus imams. Donc cela veut dire que dans l'autorité spirituelle, ça il faut adresser au PM actuel. C'est lui qui a amené ce terme-là.
C'était lui qui a dit que sauf si ce plume a perdu ses plumes actuellement. Donc, Alors, on va mettre ce dossier de côté. Voilà, honorable Foussélou Ouattara, membre du CNT, vice-président de la Commission de la Défense nationale, de la sécurité et de la protection civile, est avec nous sur le plateau de Mandé TV. Voilà. Monsieur Ouattara, honorable Ouattara, aujourd'hui il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions, on voit notamment avec l'Alliance des États du Sahel. Jusque-là, on se pose des questions, comment les choses vont pouvoir se mettre en place. L'Alliance, par contre, ce qui a motivé cette Alliance à se mettre en place, c'est vraiment déjà de pouvoir se défendre. D'assister les uns et les autres pour pouvoir se défendre et par la suite mettre en place des politiques de développement entre autres. Vous êtes à la Commission de défense nationale, de la sécurité et de la protection civile. Déjà, le Mali essaye d'être souverain. Elle est souverain pour certaines personnes. D'autres personnes, c'est pas encore. Elle est déjà. Et comment se met en place tout ça dans votre commission? Où sont les travaux? Vous en êtes où? Nous, on travaille. Comme vous savez, le Mali aujourd'hui, si je vais citer M. Louis Le Fur, qui fut un éminent homme de droit français, un professeur, qui a beaucoup travaillé sur la souveraineté. Il a dit que la souveraineté, c'est l'état de n'être déterminé ou obligé que par sa propre volonté. Donc c'est ça que le Mali est aujourd'hui. Personne ne nous dicte rien. C'est nous-mêmes qui décidons ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas. De ce que nous voulons et de ce que nous ne voulons pas. Ça, et concernant l'AES, comme vous avez tous suivi, et je crois, je ne me souviens pas bien de la date exacte, au mois de septembre, c'était le 17, le 16 plutôt. Voilà, le 16 septembre. Donc la charte du Liptako Gourma. Pourquoi on l'a appelé Liptako Gourma? Parce que Liptako Gourma, c'était un espace économique qui existait déjà, l'autorité du Liptako Gourma. Et si vous voyez, c'est la zone qu'on appelle les 3 frontières. Donc c'est une zone très riche, non seulement en ressources minérales de toutes sortes, le sous-sol, halieutique, les animaux, tout. Et le Liptako Gourma, l'idée même a été surtout initiée par la Commission des affaires économiques des Nations Unies, avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. En tant qu'économiste, c'est mon domaine, je me souviens bien de ça. Donc c'est eux qui ont initié ça en 1969, que les 3 pays, parce que la zone est très riche, mais les habitants sont démunis. Donc de se mettre ensemble pour le développement de cette zone. Et si vous savez, le président du Mali était... Olivier Keïta? Non. Pas celui-là? Non, parce qu'ils ont débuté en 69, donc déjà en 70, oui, c'était le général Moussa Traoré. Moussa Traoré, le général Moussa Traoré. Et en Haute-Volta, c'était... Je parle aux journalistes, quoi, s'ils se souviennent. Sankara? Non. C'était le général Sangoulé Lamizana. Voilà. Et au Niger, il y avait le président Mani Djouri, le premier président du Niger. C'est eux 3 qui ont fondé et qui ont mis en place, qui ont créé l'autorité du Liptako Gourma, dont le siège est au Burkina Faso. Et actuellement, la présidente est une Malienne. Donc, dans les années de 2014, ils ont ajouté le volet économique. Mais c'était le volet défense qui manquait. Et on n'avait pas eu l'idée de travailler sur ça. C'est pourquoi à cette zone-là, qui s'était installée là-bas, c'était Barkhane, Takuba et la MINUSMA. Et quand ces 3 forces étaient présentes là-bas, c'est en ce moment que le terrorisme a commencé à prendre de l'ampleur. Et la France a manigagé et avait même commencé à mettre dans la tête des habitants de là-bas de créer un État du Liptako Gourma. Parce qu'il faut qu'on ait, il y a beaucoup de richesses là-bas. Donc on voulait même détacher cet espace-là pour le mettre à part à la merci de la France. Donc récemment, quand on a eu notre souveraineté, on a compris que les terroristes avaient beaucoup de marge de manœuvre parce qu'ils commettaient des forfaits au Mali et se réfugiaient au Burkina, ou bien du Burkina venaient se réfugier au Mali et vice-versa.
C'est pourquoi il fallait y ajouter le volet défense obligatoirement. Et c'est ça qu'on a fait en premier lieu. Maintenant, les 3 États combattent ensemble. Si vous commettez un acte terroriste au Burkina, soyez sûr que vous ne trouverez refuge ni au Mali ni au Niger. Et ainsi de suite. Donc, les 3 États combattent ensemble actuellement. Actuellement, le travail continue, comme vous le savez. Et pour mettre une confédération, comme ils l'ont dit, en place, c'est au niveau du gouvernement, ce n'est pas au niveau du CNT d'abord. Donc nous aussi, nous suivons comme vous tous. Souvent, nous disons par médias interposés notre avis sur ça. Sinon, il y a beaucoup de spéculations autour, comme vous le savez déjà. D'accord, mais quand même une question qui revient très souvent, c'est le financement déjà de l'Alliance. Sachant que chaque pays a souvent quelques difficultés budgétaires déjà pour assurer sa propre défense. Bon, vous savez, comme on l'a dit, le financement sera interne. On ne va pas aller chercher ailleurs. C'est nous-mêmes qui allons financer. Tous ces 3 pays-là possèdent des richesses. Le Mali a de l'or, le Mali a du coton, et le Mali a autre chose à vendre. Le Burkina, c'est pareil. Le Niger aussi a de l'uranium. Et depuis cette année, le Niger va exporter à peu près 90 000 barils par jour. Sans tenir compte que le Niger produisait déjà 20 000 barils pour la raffinerie qu'elle a elle-même sur son territoire. Donc actuellement, le Niger commence à produire à peu près 110 000 barils par jour. Donc ce sont des ressources qui seront dirigées pour animer l'AES. Donc ce seront des ressources internes. Mais vous pensez que ça peut donner, parce qu'on sait que déjà ces pays sont très endettés. Ils ne sont pas très endettés. C'est ça qui on a des dettes énormes quand même. Non, on n'a pas de dettes énormes. Okay. Vous savez le taux d'endettement du Mali? Le taux d'endettement du Mali fait à peine 51% par rapport à son PIB. Ce n'est pas la même chose que la France. C'est la France qu'on peut dire que la France est très endettée parce que son taux d'endettement fait à peu près 120% par rapport à son PIB. Alors que eux, ils ont 120% d'endettement et on nous dit que c'est nous qui avons seulement 51%, que nous sommes très endettés. Ça ne se comprend pas, il n'y a pas de logique. Honorable Ouattara, le Mali a déjà pas mal de... C'est pas que je n'y crois pas, j'y crois plus que tout, même d'ailleurs, mais on n'arrive pas à avoir une certaine clarté. Déjà qu'au Mali, on a des difficultés, on a déjà ce problème énergétique. Vous savez, même au sein de l'IMEA, les indices de convergence, on dit que le taux d'endettement ne doit pas dépasser les 70%, alors que nous sommes à 51%. Est-ce que le Mali est assez développé pour aller injecter de l'argent ailleurs un petit peu? Ou ailleurs? Non, c'est pas ailleurs, ça va nous servir, mais pour l'AES. Il doit faire la force. Le Mali est assez riche, je vous l'ai dit. Le Mali est énormément riche. Mais cette richesse-là, on nous l'avait enlevée. Vous oubliez qu'on a adopté un nouveau code minier et avec un contenu local. Si je vous parle de ça, comment l'argent a été détourné, vous n'allez pas y croire. Vous savez, le Mali n'avait pas le contrôle de l'or qui était exploité ici, ça c'est un. Et de deux, les sociétés, les multinationales qui exploitaient notre or, avec la complicité de nos cadres, ils avaient mis un prix mercurien à partir de laquelle ils nous payaient les taxes quand ils exportaient. C'est-à-dire que aujourd'hui, actuellement, si vous prenez l'once d'or fait plus de $2000 actuellement. Vous savez, l'once d'or, ça fait à peu près 31,1 grammes. Et si vous calculez, ça va se trouver vers 38 ou bien $39 le gramme. $39 le gramme, si vous prenez aujourd'hui le dollar qui va faire à peu près 600 francs maliens, vous verrez combien ça va faire si vous avez le truc. Il faut calculer. Vous savez. Donc, nous, qu'est-ce qu'on nous disait? Que quand les conventions ont été signées, ils avaient arrêté par exemple le prix de l'or à 15 000 francs. 15 000 francs. Donc même si ça allait, le gramme allait coûter 50 000 francs, ce n'était pas leur affaire. Ils nous payaient à partir de ces 15 000 francs. Donc souvent, si vous mettez à calculer, vous verrez que le Mali perdait souvent même presque des centaines de milliards de francs CFA à cause de ça. Et encore, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils forçaient le Mali
a donné des exonérations sur les carburants et consorts. Il fut une année où le Mali a donné à ces sociétés-là pour 60 milliards d'exonérations. Et en retour, pour avoir quel dividende? 35 milliards. Vous savez? C'était comme venez exploiter notre or et on vous donne encore de l'argent. Voilà. Donc il faut savoir que le Mali a des ressources. C'est une bonne gestion, une bonne gouvernance qu'il faut vraiment bien mettre en place. Moussa, une question pour Honorable. Vous savez, moi, je n'ai pas de questions, mais je vais essayer de décevoir le docteur par rapport à cette question d'alliance des États du Sahel. Vous savez, le Mali nous sort toujours une politique à la Michael Moore. C'est-à-dire on voit maintenant l'ossature, mais le contenu est très vide par rapport maintenant à l'architecture de la politique malienne. Vous savez, je vais vous faire un rappel. Quand le Mali se trouvait dans une difficulté énergétique ou bien chose de feu de pétrole, quand la Guinée avait envoyé des citernes et autres, on voyait le peuple malien, on voyait le gouvernement malien, on voyait les cadres maliens, les membres du CNT, tout ça là, faufilaient, maintenant partaient en Guinée, les Guinéens aussi venaient par là, et il y avait une très bonne ambiance qu'on avait même dit à l'époque que les deux pays encore enfin, les deux pays mandingues vont se réunir et tout ça là. Vous parlez de la période de voilà, avec Doumbouya. Donc on avait vu avec ça, il y avait de l'engouement derrière et que les Guinéens, on ne faisait pas une semaine qu'on ne recevait pas des Guinéens ici, des délégations guinéennes, et on ne faisait pas une semaine tant que le Malien aussi ne partait pas en Guinée. Le CNT, le président du CNT guinéen, Dr Dansa, a effectué 2 ou 3 visites ici. Donc on avait vu l'ambiance et maintenant c'est tombé. On ne sait rien. Maintenant, avec cette histoire aussi de Liptako Gourma, et s'il s'agit des zones de 3 frontières, il faut créer aussi avec le Mali, Guinée et Côte d'Ivoire, à partir de Bougouni, où il y a aussi les zones de 3 frontières, donc qui se suivent là-bas. Et aussi le Mali, à partir de Caille, entre le Mali, la Guinée et le Sénégal, il y a aussi une zone de 3 frontières qui est vachement riche. Donc maintenant, si vous regardez, c'est-à-dire le Mali trouve toujours des petits calculs politiques pour essayer de faire oublier la population. Maintenant, le calvaire que nous traversons actuellement, ça, il faut se dire la vérité. C'est ça, moi, ma lecture. Sinon, avec cette histoire de l'alliance des États du Sahel, moi, je dirais que c'est d'abord un projet mort-né. On attend. Oui, mais le financement, vous avez dit le financement. Et le docteur nous a parlé qu'une zone minière par excellence, sauf si que, sans le décevoir, la mine ne développe pas un pays. La mine n'est même pas une ressource pour... Oui, si la mine pouvait... Oui, non, bon, Qatar aujourd'hui a orienté maintenant à travers la mine. Qatar... Oui, mais maintenant là, ils ont orienté leur économie. Mais aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est orientée vers d'autres choses, même à travers les Hajj et autres là. Ce sont des ressources Le pays le plus dynamique d'Afrique aujourd'hui, c'est le Botswana. Mais Botswana ne figure pas parmi les pays les plus développés, docteur. Mais aujourd'hui, la Guinée qui est le deuxième pays exportateur de bauxite, mais aujourd'hui nous en sommes. Et on a vu, quand j'ai vu avec le président Denis Sassou Nguesso à la télé et le président Alpha Condé, qui ne connaissaient pas la quantité de pétrole extrait dans leur pays. Donc aujourd'hui, on dirait, il faut dire, docteur, il faut se dire, l'alliance aujourd'hui est créée, c'est pour essayer de faire oublier les Maliens, les carrières qui se passent. Si vous voulez comprendre, je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire que vous confondez les choses. Oui. Vous confondez les choses. Quand je vous ai parlé du Botswana, c'est le pays le plus dynamique d'Afrique aujourd'hui, qui se développe très bien. C'est l'un des pays les plus développés d'Afrique aujourd'hui. Mais ça, c'est sur la base de ces mines de diamants. Mais seulement, ils ont eu une gestion qui diffère de la nôtre. Ils ont dit d'abord, il faut que la bourse de diamants ne soit plus en Europe, que ce soit au Botswana. Mais vous êtes économiste, vous savez très bien que ce n'est pas la mine qui développe un pays, ce n'est pas... Non, mais c'est pas... On a dit toujours aux Guinéens, c'est l'agriculture. Il faut nous parler de l'agriculture et de l'élevage. On ne doit pas nous parler de la mine. Si vous voulez les écouter, c'est bon. Oui, moi, quand même, je sais de quoi je parle. Oui. Je sais de quoi je parle. Je sais que ce n'est pas votre domaine, mais je sais de quoi je parle. C'est-à-dire qu'il faut créer des valeurs.
C'est vrai que nous sommes un pays agro-pastoral aussi, mais pour créer ces valeurs-là, il faut qu'il y ait les conditions. Il faut des gens qui ont la foi dans ça. Mais quand vous êtes avec des cadres qui ne pensent qu'à amasser de l'argent pour aller faire la belle vie en Europe, c'est ça le problème. Le problème du Mali se situe surtout vers ça. Sinon, la Guinée, le bauxite que vous avez dit de la Guinée, est-ce que vous savez le problème du bauxite? Si vous avez 2 minutes, je vais vous expliquer. Allez-y. Voilà le bauxite que la Guinée produit. Si vous tenez la teneur que la Guinée vend, c'est entre 45 et 48% à peu près. Tu vois, du minerai qui va donner l'aluminium. Et ils vendaient ça à combien? Entre 35 et 38 $ la tonne. Donc si vous prenez la teneur pour avoir une tonne, il faut à peu près 3 tonnes comme ça. Prenons 3 tonnes. Même 3 tonnes, même si on suppose que la teneur est 45-48, c'est plus d'une tonne. Mais il y a les pertes, prenons que ça va donner une tonne. Si on prend que la tonne, ça fait 38 $. Prenons même 40 pour faciliter le calcul, quoi. 40, ça va faire combien? Ça va faire 120 $, n'est-ce pas? 120 $ la tonne. Et ils ont payé les minéraux. Pour transporter, traiter ça et produire une tonne d'aluminium, ils vont dépenser pas plus de 300 $. Mais sur la bourse, les multinationales allaient vendre ça à 1500 $. Mais ça, c'était sans la Guinée. Donc, qui bazardait les... Vous dites que ça ne fait pas développer un pays. Oui, je sais, c'est le cadre. Je crois que c'est un problème aussi de gouvernance. Oui, de gouvernance, oui. Ça peut aider l'État à réaliser certaines infrastructures. C'est ça que je voudrais entendre de vous. Ça peut aider l'État, mais ça ne développe pas. Ça développe. Si vous avez les plus-values chez vous, ça développe. Vous trouvez que si vous gardez chez vous à peu près 1000 $ par tonne, ça ne peut pas vous aider à vous développer? Ça peut vous aider à vous développer. Bien sûr qu'il faut exploiter d'autres volets technologiques et consorts, je suis d'accord, parce que de toute façon, les ressources du sous-sol là, peuvent se tarir. C'est vrai. Mais dire que ça ne peut pas... Non, je ne suis pas d'accord. D'accord. Merci beaucoup, Moussa. Le temps nous fera défaut. Mais par contre, on aura à manger une question. Et je pense que c'est une question qui revient très souvent parce que beaucoup de téléspectateurs nous disent pourquoi on n'en parle pas, c'est un secret, qu'est-ce qui se passe. Très récemment, on a vu la militarisation de la police et de la protection civile. C'est effectif. Oui, oui. Totalement effectif. Totalement. À 100%. À 100%. Par contre, la question que beaucoup de citoyens se posent, c'est de savoir pourquoi les porteurs d'uniforme hors du service ont toujours leur tenue d'uniforme, à se balader, à se pavaner. Surtout qu'on sait qu'en cette période, il y a beaucoup d'insécurité. Il y a eu une loi comme quoi les civils n'ont plus droit à porter les tenues militaires et tout ça. Mais il y a certains militaires aussi, ça peut arriver, il y a des bavures, il y a des failles aussi au sein de ces corps armés. Est-ce que ce n'est pas aussi un abus d'autorité de pouvoir de ces... Je ne pense pas du tout. Un militaire doit toujours être en uniforme. Sauf... Même hors service. Sauf ceux qui ont des missions spécifiques. Par exemple, la police, vous allez voir ceux qui sont membres de la brigade de recherche, ils ne portent pas des trucs. Donc ça se comprend. Mais les autres, c'est normal. Et puis on peut vous appeler à n'importe quel moment. Mais ils ont leur carte de militaire. Donc quand il y a la patrouille qui vient vous vérifier, vous avez votre carte, c'est tout. Si un civil qui porte, vous n'avez pas votre carte, voilà, ça va vous créer des problèmes. D'accord, parce qu'en général, les citoyens ne pensent pas à demander la carte de celui qui vous contrôle quand même. Bon, ça c'est un réflexe, sinon on les a dit, même les policiers, on les dit toujours, il faut saluer d'abord se présenter. Malheureusement, malheureusement, ça ne se fait pas, et les gens aussi, souvent les gens confondent même la police et la loi. Un policier et la loi, c'est ça le problème. Un policier, c'est un auxiliaire, mais lui-même, en soi, il n'est pas la loi. Les gens disent, ah, il m'a dit ça, donc... Parce que les gens ne connaissent pas leurs droits seulement, c'est tout.
D'accord. Donc quand il y a des habits, il faut signaler à la hiérarchie, ou bien il faut aller chez le procureur. Lui, il est là pour ça. D'accord. Ok, merci beaucoup. Moussa, une dernière question. J'ai une toute petite question, mais qui est hors sujet. Que pensez-vous d'Assimi? Assimi, ce que je pense de lui. Oui. Ah, ça a été une question très difficile. Parce que je dis difficile parce que je ne l'ai jamais rencontré. Je le connais autant que vous, à travers les médias. Peut-être quand il y a des manifestations, je le croise là-bas, c'est tout. Sinon, à travers ces faits, quand même, je sais que c'est un patriote qui est dévoué, qui travaille pour son pays, qui consacre tout son temps à son pays. C'est de ça que je connais de lui. Pour le moment, je n'ai pas de motifs, de raisons de ne pas être satisfait de ce qu'il fait. Ce qu'il fait me rend, comment dire quoi, très joyeux pour le Mali, parce que je vois que les Maliens même se reconnaissent en lui. Et je le remercie quand même qu'il a pu remettre notre armée sur pied, réarmer notre armée, pas lui seul, tout le gouvernement, tous ceux qui ont travaillé pour ça, même les CNT, et que maintenant le Mali a une armée, le Mali a une renommée, et le Mali a reconquis sa place dans le concert des nations. Donc, à cause de ça, je lui dis merci. Sinon, je ne peux pas dire autre chose. Merci beaucoup, honorable Fousseni Ouattara, membre du CNT. Votre dernier mot pour clôturer ce décryptage? C'est vous remercier et c'est vous adresser mes mots de bonne année. Que cette année soit une année de gloire pour Mandé TV. Et je vous remercie quand même le courage que vous avez pour interroger. Surtout, vous ne faites pas de cadeaux. Hein. Donc, je vous souhaite prospérité et plein succès. Merci beaucoup. J'adresse mes salutations aux membres du CNT et surtout mes salutations aux membres de mon collectif pour la refondation du Mali. Et voilà, sans citer de nom, je salue tous les membres. Tous les membres. Merci beaucoup. Et je salue aussi les journalistes grâce à qui on a été en contact, Idrissa Keita. Voilà, il a moi salutation. Merci beaucoup. Moussa? Oui, Fadima, on va dire à la prochaine. Donc, je dirais quand même à docteur, ça ne sera pas sa dernière émission. Donc, de temps à autre, si l'actualité nous permet, donc, il va nous garantir. C'est un membre du CNT. Voilà. Il est la voix du peuple, quelque part. Donc, je pense qu'il il a devoir de venir répondre aux questions. Moi, je dirais plutôt un gros coucou à l'équipe nationale malienne qui va aller sur le territoire voisin en Côte d'Ivoire pour pouvoir être candidat à la Coupe d'Afrique des Nations. On va espérer, on va croire beaucoup à ce qu'ils reviennent avec... que cette fois-ci, qu'ils puissent revenir avec la Coupe. Vous êtes d'avis? Vous pensez qu'ils pourront? Ils ont des atouts? Moi, je ne le suis pas. Du tout. Je suis le basketteur, l'équipe de football junior, et ainsi de suite. Mais les seniors, ils m'ont assez dessus. Tant qu'ils n'auront pas de coupe, moi, je vais Vous pas êtes assez sceptique par rapport à ça. Téléspectateurs de Mandé TV, ainsi prend fin notre entretien brut qui a été, je pense, relativement brut avec notre honorable Ouattara. Voilà, il est membre du CNT, vice-président de la Commission de la Défense nationale, de la sécurité et de la protection civile. On se dit à la prochaine. Restez sur les ondes de Mandé TV. Et allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Merci à la régie pour l'enregistrement. À la prochaine.